Et j'invite André Lozkrig-Pietri à me rejoindre sur scène. Fondateur, président directeur général de A Capital, la première compagnie privée de fonds d'investissement sino-européens, franco-allemand. Mais il est... Pardon, bonjour André, bon voyage, parce qu'il vient tout juste d'atterrir de Pékin, donc pas trop jet-lagué comme on dit. Si, un peu quand même. Pour aller dans le prolongement, et pardon d'aller dans le vif du sujet, André, mais pour aller dans le prolongement de ce que disait Guillaume, finalement, et aussi de ce que disait Cynthia tout à l'heure, ce qui manque aujourd'hui, c'est la vision à long terme. Tout est dans la culture du présent, de ce qui va se passer la semaine prochaine, des sondages d'opinion, d'une prochaine élection. Et finalement, il manque la vision à long terme. Et c'est quelque chose que vous avez retrouvé en Chine, là où vous travaillez. Oui, alors c'est un sujet un peu sensible. Donc bonjour tout le monde. Alors désolé d'être entre vous et la pause déjeuner. Donc j'espère qu'on va quand même réussir à animer un peu la salle, à avoir beaucoup d'interactions. C'est le paradoxe. Alors moi je vis en Chine depuis 7 ans. Je m'occupe effectivement d'un fonds d'investissement qui investit dans des groupes européens pour les aider à réussir en Chine. Et juste un mot sur la Chine, ce qui est assez paradoxal en Europe, c'est qu'on a l'impression que d'un côté, on a les adorateurs de la Chine, ceux qui aimeraient bien presque voir le symbole du Parti communiste sur le Kanzleramt ou rue du Faubourg Saint-Honoré. Je pense que... Alors, aux États-Unis, on les appelle les panda kissers, donc vous voyez l'expression est assez difficile. Ou alors ceux qui voient ça comme le grand Satan. Et on parlait tout à l'heure d'absence de projet en Europe. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on a un pays qui a représenté l'année dernière 40% de la croissance mondiale. Aujourd'hui, on voit 7% de croissance, mais c'est 40% de ce que le monde a créé comme richesse l'année dernière, et qui est en fait une immense chance pour l'Europe, les entreprises européennes, les emplois européens. Et en fait, on a l'impression que l'Europe est en partie en train de passer à côté de cette opportunité-là. Juste un exemple très concret. J'étais à Pékin hier, on est à un indice de pollution en ce moment même de 420. Juste pour vous dire, à Paris, on est en circulation alternée à 70. Donc, on parle aujourd'hui de transition énergétique. Beaucoup d'entreprises en Allemagne souffrent parce qu'effectivement, il y a eu un virement politique très fort. En France aussi, on a eu un changement complet de réglementation. Beaucoup d'entreprises dans les nouvelles énergies, les éoliennes, enfin, toutes ces sociétés-là où on a l'impression que les politiques s'excitent. Et on voit très très peu de projets très concrets sur l'environnement à un endroit où les gens sont désespérés parce qu'on est tout simplement dans des nuages de pollution, une eau complètement polluée. Voilà, un exemple très concret où il n'y a aucune vision européenne, aucune coordination européenne. Et désolé d'être un peu sur le négatif, mais là voilà, c'est un exemple très concret de ce qu'on pourrait faire, de ce que disait François tout à l'heure, et qui n'est pas fait, je pense, par absence de vision, et je vais même être plus fort, par absence de compétences complètes de nos dirigeants. Alors la vision à long terme, comment elle se traduit autre que dans le domaine de l'énergie? Alors le paradoxe en Chine, et c'est ça qui, moi, en tant qu'Européen, me rend un petit peu, peut-être à nouveau un petit peu négatif, mais ne pensez pas que c'est parce que j'ai eu un vol long et un peu agité, mais ce qui est un paradoxe, c'est que c'est dans un pays autoritaire comme la Chine, j'y vis depuis 8 ans, qu'on a l'impression qu'on a le monopole du long terme. C'est quand même un comble que ce soit dans ces pays-là qu'aujourd'hui on accorde l'importance à 2 sujets essentiels. Les seuls sujets qui comptent finalement, c'est les infrastructures et l'éducation. Quand vous êtes investisseur, alors pour reprendre la parole d'un banquier, moi je ne suis pas banquier, je suis investisseur à long terme, l'éducation c'est un très mauvais investissement sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, mais sur 25 ans c'est le meilleur investissement qui soit, même financier. Aujourd'hui, on a l'impression que cet investissement, on ne le fait plus en Europe. On ne le fait pas assez. Quand je vois qu'il y a des problèmes pour renouveler les budgets d'Erasmus, qui en plus a un impact, je ne sais pas si vous avez vu cette extraordinaire statistique sur Erasmus, il paraît qu'il y a eu 1 million de bébés qui sont nés directement du programme Erasmus, je trouve ça génial, et je crois que c'est comme ça qu'on va faire l'Europe. Et l'autre chose, c'est les infrastructures. On s'excite sur le plan d'investissement, mais moi j'aimerais bien voir M. Juncker, au-delà je pense qu'on va encore nous donner 300 milliards, formidables, mais où sont les projets concrets? Qu'est-ce qu'on va financer? Est-ce qu'on va nous refaire des autoroutes? Est-ce qu'on va nous refaire des grands canaux? C'est pas ça dont on a besoin. Michel Rocard disait récemment, justement sur France Inter, que voulez-vous que les Chinois fassent d'un continent où il y a 28, 29 pays qui se chamaillent tout le temps? Avez-vous le sentiment que les Chinois perçoivent l'Europe ainsi? Et quand on voit les efforts que font les Allemands
pour aller vers la Chine, est-ce que la Chine ne confond pas l'Allemagne et l'Europe également? Parce qu'elle a là un interlocuteur costaud. Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a 10 jours, j'étais à Berlin parce que le Premier ministre Li Keqiang était en grande délégation. Ils avaient ce qu'ils appelaient les Regierungsverhandlungen. Enfin, en gros, il y avait la moitié du cabinet des ministres chinois qui rencontraient leurs homologues à Berlin. On est sur une coopération qui est hyper... Mais je pense que c'est par défaut. Il y a un ambassadeur de Chine auprès de l'Union européenne à Bruxelles qui me disait il y a 3-4 ans, et je pense qu'il était vraiment sincère, c'est vraiment jamais trop, mais... et qui me disait à la fin du repas, oui, vous pensez qu'on est comme... On avait un peu bu, donc c'est toujours très pratique. Et il me disait à la fin du repas, vous pensez que nous, on est comme Machiavel, qu'on divise et on conquiert, mais vous, les Européens, vous êtes tellement divisés qu'on n'y comprend absolument rien, donc aidez-nous un petit peu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande. Aujourd'hui, c'est par défaut l'Allemagne. Et deuxième chose, la Chine a compris que l'Europe a un avantage énorme. C'est qu'aujourd'hui, la Chine voit bien qu'elle a besoin de prendre des responsabilités au niveau mondial. Elle est très impliquée en Afrique. La période un petit peu, l'âge d'or en Afrique est un peu passée pour les Chinois. Et ils se disent, finalement, les Européens, avec leur division, c'est probablement ceux qui perçoivent le mieux le monde dans la diversité qu'on connaît. On est dans un monde extrêmement volatile qui change de plus en plus vite. Et ils sentent que l'Europe a une vraie, on va dire, intelligence de situation. Alors, on n'est pas capable, souvent, de la saisir, mais on a bien senti en Irak en 2003 que c'était peut-être pas la chose à faire. On a bien senti en Afrique qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient compliquées. Alors nous, on a un problème d'exécution, et je pense que les Chinois aujourd'hui sont à la recherche de ce que l'Europe a compris de la diversité du monde, qui est quand même aujourd'hui la clé du succès. Si on arrive dans nos entreprises, avec les politiques, avec des plans à 5 ans, le paradoxe c'est que les Européens pensent encore que la Chine est encore sur un plan à 5 ans. Aujourd'hui, la Chine est devenue extrêmement... mobile. D'ailleurs, tous les gens qui travaillent avec la Chine le savent bien. Ce qui est la difficulté pour nous, c'est que c'est des gens qui, si on leur demande c'est quoi votre stratégie, ils en ont une à 25 ans, mais à 24 heures, on aurait du mal à savoir. Et c'est pas parce qu'ils en ont pas, mais c'est qu'ils savent que le monde, qui aurait prédit sur les marchés financiers qu'on vit depuis 2 semaines, qui aurait prédit il y a 1 an ce qu'on vit en Syrie, qui aurait prédit il y a 5 ans la crise financière dont on n'est toujours pas sorti. Et à nouveau, je pense que c'est une chance pour l'Europe, et c'est quand même un comble que ce soit la Chine qui en tire les marrons du feu. Est-ce que les deux entités se connaissent bien? C'est un peu la question aussi, fil rouge, qui va revenir régulièrement. Est-ce que Chinois et Européens se connaissent si bien que ça? On a l'impression que, vu d'Europe, aujourd'hui, tout ce qui est chinois n'est pas bien perçu. Tout ce qui est chinois est de qualité low cost. Alors je crois que ça, c'est peut-être la grande incompréhension. Je crois que si les Européens pensent que la Chine est encore low cost, tous ceux qui ont voyagé en Chine récemment savent bien que Pékin, Shanghai sont des villes qui aujourd'hui sont chères. On a Cédric ici qui est à Shanghai, c'est encore plus coûteux que Pékin. Une chambre d'hôtel coûte 100-150 euros. Enfin, on est plus sur... Mon assistante... il faut que je fasse attention parce qu'on parle des collaborateurs, souvent il faut faire attention à comment je vais le présenter. Mais en gros, son salaire a été multiplié par 4 dans les 5 dernières années. Parce que c'est tout simplement... Donc on est passé d'un salaire qui était pour nous un salaire de misère il y a 5 ans à un salaire qui est celui que touche quelqu'un ici au SMIC à Paris. Donc il y a un vrai enrichissement. Ce qui fait 2 choses, c'est qu'aller en Chine pour du low cost, c'est terminé. Il y a certaines exceptions dans certaines provinces reculées, mais aussi que la grande chance aujourd'hui, que c'est la Chine est devenue un marché. Et là aussi, probablement absence de vision des Européens. On a mangé notre pain noir pendant 20 ans où la Chine nous a détruit notre industrie textile, un petit peu notre industrie lourde, etc. Aujourd'hui, la Chine est un marché immense pour toutes nos sociétés, dans l'environnement, dans les marques, parlez-en aux grandes marques de luxe, à l'automobile. Aujourd'hui, Peugeot vend plus de voitures en Chine qu'en France. Donc c'est aujourd'hui une chance, c'est maintenant qu'il faut y aller et il faut le saisir. Et surtout au moment aussi où la Chine aussi valorise le rapport de force. Et c'est là où l'Europe a vraiment un rôle à jouer. C'est qu'on est dans un pays qui est tellement complexe et aussi tellement dur. Hein. C'est une concurrence qui probablement ressemble à ce que devaient être les États-Unis à la fin du 19e siècle. C'est un peu la loi du plus fort, hein, ou celui qui est le plus connecté, etc. Et à nouveau, je ne suis pas négatif sur la Chine. Je pense juste que c'est un pays très difficile et de plus en plus difficile pour les étrangers. Mais aussi, c'est une chance de plus en plus importante. Et là, l'Europe doit être absolument unie. Et quand je vois les tergiversations qu'il y a eu sur le solaire, par exemple, c'est incroyable et c'est une faute politique majeure
des gouvernements européens. Et là, je pense que c'est vraiment un problème de personnel politique. Alors vous accompagnez les entreprises françaises en Chine, les entreprises chinoises en France. Les entreprises françaises, évidemment, on sait bien que la vie d'une entreprise aussi, c'est d'assurer ses intérêts. Y a-t-il une dimension européenne, une conscience européenne qui se formalise quand elle travaille à l'étranger comme ça? Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 6 ans, c'était une ou 2 années après que je sois arrivé, j'ai rencontré un ambassadeur français. Alors oubliez la date parce que sinon vous pouvez savoir de qui je vais parler. Il ne savait pas que j'étais franco-allemand. Et il me dit « Ah, c'est formidable ce que vous faites, vous allez aider les entreprises françaises à se développer. Mais je vais vous donner quand même un conseil. Il y a vraiment, au-delà des Chinois qui sont toujours des partenaires un peu compliqués, etc., il y a des gens dont il faut se méfier encore plus parce que c'est nos concurrents épouvantables, c'est les Allemands. » Moi, j'étais très embêté, mais je ne savais pas quoi dire. Je lui ai laissé croire que j'étais purement français. Mais vous voyez, ça, c'est un état d'esprit. Résultat, ça fait 2009 que Siemens et Alstom n'ont pas vendu un TGV en Chine. Donc je pense que, oui, on a nos intérêts nationaux, mais en Chine, plus que jamais, le rapport de force compte. Et le seul rapport de force aujourd'hui que les Chinois, je pense, entendent, et à nouveau, ce n'est pas d'être négatif vis-à-vis des Chinois, c'est juste c'est un pays tellement important, tellement grand, que 60 millions d'habitants, 80 millions d'habitants, même les Allemands, c'est difficile pour eux. Alors, si les Français voient les Allemands comme des concurrents, le fameux moteur franco-allemand, où en est-il? Il est inexistant. Et je vais vous donner un exemple également concret. L'ambassadeur de l'Union européenne, l'ancien, celui qui a été nommé il y a 4 ans, qui est un type très bon puisqu'il vient d'être promu vice-ministre des Affaires étrangères allemand. Donc c'est un Allemand, mais dans le EAS, donc dans la diplomatie européenne. Il est arrivé avec un titre d'ambassadeur de l'Union européenne. Et je pense qu'on l'a tellement fait des misères à la fois par les différents pays à Pékin qu'au bout de 6 mois, sur sa carte de visite, il y avait chef de la mission européenne. Ça vous dit. C'est un petit détail, mais qui montre que je pense qu'on prône la diplomatie économique. Et là, je pense que les 2 pays que je connais bien. Moi, j'ai été invité à la conférence des ambassadeurs. Je ne sais pas si certains... alors, je ne vais peut-être plus être réinvité, c'est après ce que je vais vous dire, mais à la fois... Alors, c'est quelque chose qui a été créé par les Français, qui est vraiment très bien, qui, tous les ans, en août, fin août, réunit l'ensemble de nos diplomates au Quai d'Orsay pour parler de diplomatie économique. Et donc, pour essayer de faire un pont entre les exportateurs, les grandes entreprises, les fonds d'investissement comme les nôtres et le personnel diplomatique, et qui parle un peu des grands enjeux. C'est vraiment très intéressant. Ça a été initiative qui a été reprise par les Allemands, et à aucun moment dans le discours de notre ministre, et je pense que c'était la même chose dans le précédent gouvernement, donc il n'y a rien contre... Je pense que malheureusement, ça c'est quelque chose qui est partagé par la gauche et la droite. On parlait d'Europe, donc on parlait de la France en Afrique, on parlait de la France en Chine. Mais la même chose, Steinmeier, qui est le ministre des Affaires étrangères allemand, le grand sujet en Allemagne cette année, c'était l'Afrique. C'était le panel le plus rempli, la salle la plus remplie. Il y avait vraiment la fine fleur de la machine exportatrice allemande. Et le mot Europe ou France n'apparaissait pas, ce qui est un comble pour les Allemands, parce que je pense que c'est une erreur pour eux de se dire de ne pas s'appuyer sur quand même la force, les réseaux, l'expérience de l'industrie française. Donc des 2 côtés, je pense et ça c'est le rôle du politique de le faire. C'est pas et là il y a un vrai manque qui pour moi est assez dramatique. Donc ce que nous voyons dans la vitrine médiatique, les rencontres, les voyages, les gesticulations des uns et des autres, c'est une vitrine. Non, parce que je suis optimiste par nature. Alors il y a une initiative franco-allemande là entre Macron et qui est son homologue, je crois, Sigmar Gabriel, allemand, sur une relance par l'investissement franco-allemand. Donc, attendons de voir ce que ça donne. Mais je pense que c'est beaucoup dû au fait que la plupart de nos gouvernants ne connaissent pas, en fait, l'autre pays. Je pense que notre nouveau ministre de l'économie peut-être le connaît, mais enfin, je ne suis pas totalement sûr. Et deuxième chose, il y a une absence de volonté de défendre ça dans ses propres administrations. Parce que forcément, les administrations, vous savez, cette histoire de titre d'ambassadeur, c'est juste dû au fait que, voilà, on a un ambassadeur de France en Chine, un ambassadeur d'Allemagne en Chine. C'est des postes tellement importants que toute la machine diplomatique va être contre le fait de réunir et d'essayer d'avoir une diplomatie commune. Je crois que les consulats doivent être différents parce qu'on parle de relations avec nos propres... Mais si on voulait avoir une vraie efficacité, d'abord, ça réduirait un peu les coûts.
Je crois qu'on est, je ne sais pas combien on est, Cédric, à l'ambassade de Chine, de France en Chine, mais je pense qu'il doit y avoir 500 personnes dans toute l'organisation. Donc, c'est vos impôts, messieurs, dames. Et deuxième, mais je pense que là, je ne vais plus avoir mon visa, donc j'arrête. Mais sur les projets que vous pouvez relier, vous avez évoqué tout à l'heure d'un mot l'Afrique, mais c'est aussi un exemple concret. Un exemple très concret, vous voulez dire d'absence de projet? Oui. Non, mais ça pourrait être un projet. Mais je pense que là, les torts sont partagés, mais ça pourrait être un projet extrêmement concret. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique vraiment est en train de décoller. On le voit dans les chiffres de croissance, notamment des sociétés qui sont dans les biens de consommation, parce qu'ils voient toute cette classe moyenne qui est en train d'exploser. On parle de chiffres de croissance qu'on a oubliés en France. On parle de 50, 100%. Quelqu'un d'une grande chaîne privée française de télévision, je ne dirais pas qui, me disait que leur chiffre de croissance en Afrique aujourd'hui, c'était du triple digit, donc c'était plus que 100%. Et ça, ils n'avaient jamais vu depuis longtemps. Donc c'est un des très grands succès. D'un autre côté, le besoin d'investissement, il est énormément dans tout ce qui est aussi infrastructure. Donc il y a vraiment des projets communs à monter sur tout ce qui est infrastructure. Et là, il y a une alliance naturelle entre des forces économiques allemandes, une capacité de financement français, un droit qui est quand même plutôt un droit romain, donc un droit français. Mais on voit en fait assez peu d'initiatives communes. C'est ça, la France-Afrique faisait écho à des magouilles, la Chine-Afrique fait écho au contraire à des réseaux, attention, à des marchés. Attention, vous parlez un Corse, donc oui, non, mais la France-Afrique, c'est... Non, mais la Chine-Afrique, c'est quelque chose qui fonctionne, ça a une valeur assez... À nouveau, moi je reprendrai ce qui a été dit sur le projet. Je pense qu'aujourd'hui c'est un vrai projet, c'est-à-dire que depuis 10 ans, la Chine a réinvesti l'Afrique. Et il faut reconnaître à la Chine une chose, c'est qu'elle a remis l'Afrique au centre du jeu. Exactement. Et pourquoi l'Union européenne n'a pas cette vision-là aujourd'hui? Parce que quand on rencontre le commissaire au commerce européen, qui est probablement un des plus compétents de la commission sortante, il vous demande, sur la Chine, que pense la Chine de ça? Donc quand on a un commissaire qui ne sait même pas que... En Chine, il y a 7 membres du comité, du bureau politique. Vous savez, c'est cette entité qui dirige, qui est le plus haut sommet de l'État en Chine. Qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de courants. Et donc, de penser que la Chine a une vision sur c'est déjà montrer qu'en fait, on n'y connaît rien. Donc, il faut absolument, je ne sais pas, qu'ils soient mieux entourés, qu'ils écoutent mieux le secteur privé, c'est pas forcément que le secteur privé est là, mais c'est des gens qui sont en contact que leurs conseillers soient mieux choisis, qu'on ne se concentre pas trop sur les grands sommets Chine-Europe qui n'apportent absolument rien, mais vraiment sur du travail, sur du projet concret. Après aussi avec des aberrations. Est-ce que vous savez par exemple que la BEI, qui est quand même nos impôts, la Banque européenne d'investissement, a investi 500 millions d'euros dans les énergies renouvelables en Chine? C'est quand même incroyable. Un pays qui a 4 trillions de réserves se fait financer par le contribuable européen pour constituer son parc d'éoliennes. Donc et pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de montrer qu'on investit dans les énergies renouvelables et qu'il n'y a peut-être pas assez de projets en Europe. Donc, à la fois absence de compréhension, mésallocation des ressources, il y a quand même beaucoup de choses à changer. Ce n'est pas pour souligner l'incompétence, parce qu'on est là aussi pour repenser une Europe, et une Europe de projet, comme le disait Guillaume tout à l'heure. Mais vous dites le mot négatif. Je ne pense pas que ce soit être négatif. C'est pointer les problèmes et les dysfonctionnements, c'est aussi pour les résoudre, les améliorer. Et il y a quelque chose que vous avez souligné en marge de vos activités, en testant les candidats à l'élection européenne avec des membres de la société civile. Vous les avez testés sur 3 critères, et celui qui m'a moi le plus impressionné, c'est qu'un tiers des candidats ne savaient pas parler anglais. Et ça, je pense que c'est une responsabilité à la fois de nous tous dans la salle en tant qu'électeurs et peut-être des médias de ne pas le pointer assez. Non, en fait, et ça peut intéresser tout le monde. On a lancé entre quelques amis au début, et c'est devenu quelque chose d'un peu plus organisé, un compte Twitter qui s'appelle GovTesting, un site qui s'appelle Testing Politique, et on a voulu tester en fait les candidats aux dernières élections européennes sur leurs compétences. Alors c'est très dangereux comme exercice, parce que qui sommes-nous pour le tester? Et donc on a essayé de tester sur des choses les plus factuelles possibles. On a essayé de tester sur le niveau d'anglais, on a essayé de tester si c'était des recyclés ou pas. En gros, si leur dernière élection était un échec, qu'ils allaient au Parlement européen par défaut.
Et on est arrivé sur des chiffres absolument effrayants, effectivement, que 30% des candidats ne parlaient pas anglais. Alors, comme tout se passe en anglais, je dis, est-ce que vous éliriez un député à l'Assemblée nationale qui ne parle pas français? Non. Donc c'est vraiment... Alors on nous a attaqués, on nous a dit non, mais ce n'est pas nécessaire les traducteurs. Je pense qu'il y a quand même des compétences clés à avoir. La deuxième chose, c'est on a testé sur le recyclage. Et là, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut expliquer le score du FN, mais 80% des recyclés, donc ce qu'on appelait les recyclés, c'est-à-dire ceux qui ont échoué au niveau national et en gros, je ne donnerai pas de nom, mais tout le monde en a à l'esprit, 80% des recyclés étaient au PS et à l'UMP. Expliquer le score des extrêmes à cause de ça, je pense que c'est aussi une des pistes. Et alors la dernière chose, et je ne fais pas de publicité ici, mais on parlait du fait qu'il fallait plus parler des personnes et qu'il fallait rendre la politique plus excitante. Eh bien, savez-vous que Marine Le Pen et Nadine Morano ont plus de followers Twitter que tous les 90 candidats réunis qui étaient, si on prenait toujours les 3 têtes de liste de toutes les grandes listes sur les 7 régions. Voilà, c'est juste des gens qui sont beaucoup plus connectés et qui... Alors, Twitter n'est pas une fin en soi, mais ça montre quand même que c'est des gens qui ont une volonté d'avoir un échange avec un nombre de followers extrêmement important. Et du coup, on n'insistera jamais assez sur la nature des élections, leur importance et surtout de valoriser les projets qui sont portés, car c'est vrai que pour être allé souvent au Parlement, très schématiquement, on a un tiers du Parlement qui est europhobe, donc qui est là pour polluer la machine de l'intérieur, un tiers de recyclés et un tiers qui travaille véritablement sur les projets et qui est là pour s'engager, pour porter des idées qui sont d'ailleurs rarement médiatisées. Donc c'est aussi une notion très intéressante et importante à savoir. Des questions dans la salle pour André? Oui, il va y en avoir plusieurs, monsieur. On vous a... Attendez le micro 2 secondes. Oui, vous avez un organe fort, je n'en doute pas, monsieur, mais le micro arrive. Et ça va vite, ça va vite. Oui, merci beaucoup. Je voulais savoir si il n'y a pas une stratégie spécifique de la Chine vis-à-vis de l'Europe qui consiste à faire en sorte que dans les, disons, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui arrivent, il y aurait une implantation des Chinois dans chaque pays européen qui ferait en sorte que la Chine pourrait, en quelque sorte, avec une centaine de millions, ce qui est possible, une centaine de millions de Chinois, dans 15 ans, 20 ans, c'est possible dans toute l'Europe, n'est-ce pas? Qui ferait en sorte que la Chine pourrait comprendre l'Europe et aussi la maîtriser un petit peu. Et du fait que nous avons un déficit linguistique, moi-même je suis italien, et j'essaie donc de parler quelques langues, en plus que la moyenne de mes compatriotes et aussi des concitoyens français, n'est-ce pas? Mais donc, qui permettrait donc de combler les déficits que nous avons linguistiques en Europe qui est épouvantable et qui est à la base même de la faillite de l'Erasmus. Nous n'avons pas su mettre des enseignants dans nos ministères de l'éducation parce qu'ils étaient des Allemands qui avaient fait des thèses ou qui avaient fait des universités en français, en anglais, en espagnol, ou en italien, et les employer pour enseigner l'allemand en Italie, en France, et vice-versa. C'est ça le truc de base. Donc, les Chinois, dans 15 ans, 20 ans, seront les vrais Européens, parce qu'ils seront capables de communiquer entre eux, et ils seront installés dans chaque pays. Ils auront des connaissances linguistiques parfaites, françaises, italiennes, suédoises, tout ce que vous voulez. Et ensuite, ils seront communiqués entre eux, alors que les Européens seront en déficit total entre eux et vraiment en situation d'infériorité. Merci, monsieur. Au-delà de cette politique fiction, vous avez une question? Non? Oui, non, c'était ça la question. La stratégie de la Chine vis-à-vis de l'Europe. Bon, je ne suis pas sûr de totalement comprendre la question, mais d'une part, là-dessus, il ne faut pas être trop négatif. Aujourd'hui, on remarque qu'en Chine, il y a énormément d'Européens qui parlent un chinois exceptionnel. Ce qui d'ailleurs rend la chose beaucoup plus difficile. Il y a 5-6 ans, beaucoup de gens voyaient la Chine comme un endroit où on fait son stage, où on fait son premier boulot. Si aujourd'hui on ne parle pas chinois, on a du mal parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc non, moi je pense au contraire que les Européens sont plutôt bons quand ils sont là-bas. Ça c'est une chose. La deuxième chose, la stratégie de la 5e colonne. Vous savez, nous on a essayé en tant que Corse d'investir la mairie de Paris, on n'y a pas réussi. Donc je crois qu'au contraire, c'est notre avantage, c'est notre intérêt
plus les Chinois vont investir, là plus sérieusement, plus les Chinois vont investir en Europe, plus au contraire leurs sociétés vont être conscients des enjeux locaux, vont employer des collaborateurs français ou allemands, etc., vont payer des impôts ici, vont devenir sociétés citoyennes. Rappelez-vous, on parlait de la même chose sur les investissements japonais en Europe il y a 20 ans. Ben, quand les Japonais ont commencé à faire des usines à Valenciennes et non pas juste importer des magnétoscopes à Poitiers, et bien finalement l'investissement japonais était perçu aujourd'hui. Regardez, General Electric a très bien joué là-dessus en disant que c'était une entreprise française quand ils ont racheté Alstom. Donc au contraire, moi je pense qu'on doit avoir plus de Chinois chez nous et moins d'exportateurs. Je préfère des investisseurs parce qu'ils payent des impôts, ils emploient des Français, des Allemands, que des exportateurs qui ne créent aucune valeur. Et là aussi, le discours des politiques a changé. Il faut changer, je vois Chahine qui est arrivé, il faut changer le secrétariat d'État au commerce extérieur, puisqu'aujourd'hui, le commerce extérieur ne représente qu'une partie de moins en moins importante des échanges avec un autre pays. Le sujet investissement est tout aussi important. Le problème, c'est que, regardez, tous les 6 mois, il y a un psychodrame en France, parce qu'on parle de la balance du commerce extérieur, mais ça veut encore dire quelque chose, mais de moins en moins dire quelque chose. Là, c'est la responsabilité des politiques. Et je pense que la vision de monsieur est aussi guidée par ce qui se voit quotidiennement, c'est-à-dire les buralistes parisiens tenus maintenant par des populations asiatiques, Venise, puisque monsieur est italien, tous les vendeurs de masques autour du Rialto sont tous chinois, il n'y a plus un artisan vénitien, et je crois que ça, dans l'inconscient collectif, donne une impression d'une invasion chinoise en Europe. Votre engagement, en fait, j'allais oublier la chose primordiale, vos engagements pour l'Europe à venir, dans les années à venir. Cette question n'était pas prévue. Mais... Si, c'est la question fil rouge du jour. Vous, personnellement, quels seraient vos engagements pour l'Europe dans les années à venir? Vous voulez dire engagement personnel? Personnel, oui. Non, mais je crois que, moi j'essaye dans mon propre boulot de faire exactement ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui je suis persuadé qu'on a intérêt à avoir de plus en plus à la fois nos entreprises exposées aux pays émergents, et je pense que c'est une chance pour l'Europe. Aujourd'hui, le problème de l'Europe n'est pas la liquidité, M. Draghi s'en occupe très très bien. Le problème aujourd'hui, c'est la croissance. Et qui dit croissance dit emploi. Et c'est la Banque mondiale qui dit ça, c'est pas moi. En 2015, 90% de la croissance va venir de l'extérieur de l'Europe. Donc il faut impérativement rendre nos PME, nos ETI, nos grandes entreprises de plus en plus internationales. Il faut arrêter de faire parler les patrons du CAC 40 sur l'international, parce que tous ces groupes sont déjà totalement internationaux. Ce qu'il faut, c'est rendre le Mittelstand français, le Mittelstand allemand et les PME françaises et allemandes beaucoup plus exposées à l'international, parce que c'est comme ça qu'elles vont créer. Ça, c'est un engagement que j'essaye de faire à travers notre activité professionnelle. Et la deuxième chose, c'est un peu la question de monsieur, c'est que je crois plus on va rendre les Brésiliens, les Indiens et les Russes et les Chinois surtout conscients des réalités européennes, parce qu'on je crois qu'on a toujours tendance en Europe là, pour le coup, à minimiser notre affaire. Il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est 30% des exportations chinoises. La Chine, c'est uniquement 3% des exportations européennes. Donc, qui dépend de l'autre? Eh bien non, c'est plutôt la Chine qui aujourd'hui dépend de l'Europe. C'est pour ça qu'ils sont tellement inquiets. Dernière question. Je vois là-bas, oui. On vous tend le micro, madame. Merci beaucoup, monsieur, pour ce témoignage de fraîcheur qui redonne espoir dans cette communauté européenne. Mais est-ce que vous n'avez pas, dans votre parcours, notamment à l'intérieur de la Chine, rencontré cette difficulté pour les Chinois de dire on n'arrive pas à créer une Union européenne, mais par contre, au sein de l'Europe, on est en train de travailler sur un traité transatlantique avec les États-Unis. On est en complète opposition entre une volonté de vouloir se développer vers l'Asie et on se sent muselé par rapport à des engagements avec les États-Unis. Oula, c'est peut-être pas à moi la meilleure personne à poser la question, mais moi j'ai appris 2 choses en Chine. Un, c'est la patience, parce que je pense que si vous n'êtes pas patient, vous prenez un aller simple et vous partez très très vite, parce que c'est quand même un pays compliqué. Et la deuxième chose, pour répondre spécifiquement à votre question, c'est qu'il faut être dépendant de personne.
et que je crois que les deux ne sont pas du tout incompatibles. D'ailleurs, en ce moment, il y a eu une nouvelle tournée. Il y a deux choses. Il y a le TTIP, là, donc l'accord transatlantique qui est en cours de discussion, mais il y a aussi en cours de négociation un traité d'investissement qui est encore assez fumeux entre la Chine et l'Union européenne. Et je vais vous donner une anecdote. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est empirique. En Chine, toutes les entreprises qui ont 2 joint ventures, donc 2 partenaires, marchent. Audi. Ceux qui n'en avaient qu'une seule se retrouvent pieds et poings liés avec leurs partenaires. Rappelez-vous Peugeot, quand ils avaient qu'un seul, la première chose qu'a fait le nouveau patron de Peugeot, c'est de trouver une deuxième. Parce que quand vous vous retrouvez liés, et je crois qu'aujourd'hui l'Europe a tout intérêt à avoir en permanence, elle a la chance de ça, elle est quand même au cœur du jeu mondial, c'est 25% de la richesse mondiale. Je crois qu'on aurait tort de penser que l'Europe ne vaut plus rien. Et donc elle a absolument intérêt à avoir des intérêts. Et je pense que c'est en plus l'ADN de l'Europe de ne pas être soit aligné sur les États-Unis, soit aligné sur l'Asie. Et paradoxalement, les Chinois cherchent la même chose. Aujourd'hui, ce qui fait peur aux Chinois, c'est ce qu'il y a beaucoup dans la presse américaine. On parle de G2. Mais aujourd'hui, les Chinois savent très très bien que du point de vue militaire, du point de vue influence, du point de vue soft power, il va leur falloir beaucoup de temps pour arriver au niveau des États-Unis, contrairement à ce qu'on pense. Donc eux, au contraire, cherchent aussi à plus avoir un G3 qu'un G2. Mais là, il faut que l'Europe cède elle-même. Merci beaucoup, comme le soulignait Madame, pour la fraîcheur, parce que n'oublions pas que André a atterri à 8 heures après un long vol de Pékin, qu'il est en plein jet lag. Merci 1000 fois. Merci.